Ils ne sont pas allés en Coupe du Monde depuis 2014 et pourtant, on le sait, c'est une très grande nation du football africain et c'est une nation qui a les armes pour créer quelque chose de grand sur cette Coupe du Monde. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour ce je sais plus combien de épisode. On enchaîne les gars, la Coupe du Monde se rapproche petit à petit, voilà, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à la Côte d'Ivoire comme vous l'avez vu, à la miniature, au titre, etc. Comme d'habitude, je vous demande s'il vous plaît, likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît, je vous en supplie. La Coupe du Monde est toujours là-bas avec le ballon qu'on a rajouté, le petit Tri-Honda les amis, très content. Et puis voilà, le maillot de Paul Pogba Prime, voilà, Attends, je vous remonte bien le flocage quand même. Ouais bon voilà, au pire vous m'avez compris, il est marqué Paul Pogba, croyez-moi. Les amis, J-34 avant cette Coupe du Monde, ouloulou, on se rapproche dans quelques jours, ce sera dans un mois. Magnifique les gars, aujourd'hui on s'intéresse donc à la Côte d'Ivoire, toujours dans ce groupe E, on l'a dit, un groupe rempli de diversité, un groupe purement Coupe du Monde, des nations africaines, sud-américaines, européennes, pardon, l'Allemagne déjà 4 Coupes du Monde, Curaçao c'est leur première, et on a des nations, l'Équateur, la Côte d'Ivoire, qui vont sûrement se disputer la 2e, 3e place. Sur le papier, c'est ça qu'on attend, même si je pense que l'Équateur va quand même finir devant la Côte d'Ivoire. On va voir que, honnêtement, la Côte d'Ivoire a quand même les armes pour créer la surprise. Je sais pas pourquoi je parle avec ce ton-là, mais c'est pas grave, on arrête directement. Et aujourd'hui, les amis, 19e épisode, voilà, on a là la réponse pour étudier du coup cette Côte d'Ivoire toujours dans le groupe E. Très beau drapeau, voilà, attention à ne pas confondre avec l'Irlande, évidemment. Et on est tout de suite parti, comme d'habitude, avec l'historique de cette nation, en commençant par la Coupe du Monde, forcément. Alors, on l'a dit, ils n'étaient pas en Coupe du Monde depuis 2014, voilà, après ils n'étaient pas présents en 2018 et en 2022. Revenons rapidement sur leur parcours de 2014 où bon c'est allé vite, 3e du groupe, vous le voyez. Ça fait un petit peu mal, surtout que leur seule victoire c'était quand même contre le Japon, donc voilà, attention, c'était quand même un beau match, victoire 2-1 si je dis pas de bêtises, mais voilà, la Grèce qui avait sorti une relativement belle performance et la Colombie qui avait dominé tout le monde dans ce groupe. C'est un peu dommage pour la Côte d'Ivoire qui aurait pu espérer mieux, je pense, sur cette Coupe du Monde. Voilà, au moins c'est bien, quand c'est comme ça va vite pour moi, c'est nickel. Maintenant, passons aux qualifications à la Coupe du Monde, là où ils n'ont pas fini 3e, bien au contraire, ils ont fini premier de leur groupe avec 8 victoires et 2 matchs nuls en 10 matchs. Voilà une superbe performance avec en cumulé un 16-0 face aux Seychelles. Voilà, vous n'avez pas rêvé, 16-0 les amis, c'est une folie, des Seychelles qui finissent d'ailleurs dernier de ce groupe avec 0 points. Et puis voilà, ils sont du coup 1 point ici, la Côte d'Ivoire devant le Gabon, contre qui ils ont gagné 1-0, puis ils ont fait un match nul 0-0. Donc voilà, ils s'en sont très très bien sortis les Ivoiriens. Ils nous ont fait une superbe phase de qualification, et le Gabon d'ailleurs, excellent aussi, 25 points on le voit, ils ont fait un écart de 12 points avec la Gambie en 3e position. Donc voilà, hyper intéressant et mention honorable évidemment pour le Gabon. Maintenant, place à la CAN, la dernière CAN évidemment, messieurs dames, au Maroc en 2025. Là où ils ont fini premier de leur groupe, vous le voyez, devant le Cameroun, contre qui ils ont fait un match nul 1 partout. En 3e position, on avait le Mozambique, que la Côte d'Ivoire avait battu 1-0. Et enfin, on avait le Gabon, de nouveau, qui était dans le groupe de la Côte d'Ivoire, que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire avait encore une fois battu 1-0. Donc voilà les amis, un groupe relativement relevé, je trouve, en termes de niveau. On a le Cameroun, quand même, grosse nation, et puis des plus petites nations africaines, mais qui peuvent quand même rivaliser. Le Mozambique, le Gabon, on sait que c'est quand même solide, et qui est encore moins bon sur cette CAN. Donc la Côte d'Ivoire s'en sort relativement bien. Elle est ensuite partie affronter le Burkina Faso, vous le voyez, en 8e de finale, une victoire relativement, écrasante, imposante pour la Côte d'Ivoire, 3-0, vous le voyez, un très bon match d'ailleurs des ailiers, Amad Diallo, l'ailier droit de la Côte d'Ivoire, qui a d'ailleurs distribué ce soir-là une passe décisive et qui a inscrit un but, et sinon on a Yann Diomandé, l'attaquant gauche, qui lui a mis son but également. Donc voilà, des idées très très efficaces côté ivoirien, qui lui auront permis du coup d'aller en quart de finale, là où malheureusement ils ont perdu face à l'Égypte, vous le voyez, 3-2, un match où les Ivoiriens avaient quand même relativement bien joué, voilà, vous le voyez, ils ont réussi quand même à mettre 2 buts, mais en face, l'Égypte avait été hyper efficace en marquant 3 buts sur leurs 3 seuls tirs cadrés de la rencontre. Donc voilà, parfois c'est ça le football, dominer n'est pas gagner, et c'est souvent les grandes équipes sont capables d'être très réalistes sur le peu d'occasions qu'ils ont. Donc voilà, en plus des buts hyper répartis, on le voit de la 4e à la 73e minute, un but d'ailleurs de Guela Doué, le frère de Désiré Doué. Maintenant, place aux matchs amicaux, là où on a du coup 2 matchs amicaux qui ont déjà été joués, vous le voyez, une victoire 4-0 face à la Corée du Sud, un résultat mais de malade, c'est incroyable ce qu'ils ont su faire ici les Ivoiriens, donc franchement c'était le 28 mars, vous le voyez, avec un réalisme, 61% de tirs cadrés sur cette rencontre pour les Ivoiriens, ratio absolument énorme. On parlait de l'Égypte juste avant qui a été plus réaliste, cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire qui a été plus réaliste que son adversaire, en l'occurrence la Corée du Sud, et sinon voilà, on a la Côte d'Ivoire qui a été très dangereuse également sur corner au cours de ce match-là, avec notamment le but de Martial Godot, l'ailier de Strasbourg, justement sur un corner.
Par la suite, ils étaient venus affronter l'Écosse, une victoire un peu moindre, hein, voilà, on le voit seulement 1-0, moindre, est-ce que ça se dit? Oui, il me semble que ça se dit, voilà, seulement 1-0, mais bon, ça reste quand même une victoire, c'est pas à négliger, c'est surtout, pardon, que les Ivoiriens ont sorti une performance exceptionnelle face à la Corée du Sud 4-0, mais voilà, le 1-0 derrière, c'est pas qu'ils ont été moins bons, c'est une performance normale, et bravo à eux, du coup, pour ces 2 victoires, on espère qu'il n'y en aura pas 3 d'affilée, parce que vous le voyez, ils vont affronter l'équipe de France le 4 juin avant cette Coupe du Monde, ce sera un match qui va donc se dérouler à Nantes, les amis, donc voilà, j'espère que la France va gagner cette rencontre et que la Côte d'Ivoire va peut-être pas faire une contre-performance, ce serait bien d'avoir un joli match, mais va au moins permettre aux Français d'avoir la victoire et d'arriver en confiance en Amérique, les gars. Quoi qu'il en soit, maintenant voyons les affiches et les rencontres qui ont eu lieu entre ces différentes nations du groupe E, là où ça va aller vite, puisque bon, certes en Allemagne on a eu des matchs amicaux, notamment en 2009 avec un match nul 2 partout, et sinon aux Jeux Olympiques 2021 on avait eu une rencontre également match nul 1 partout. D'ailleurs côté allemand on avait David Raum, hein, qui était déjà présent, le défenseur gauche de Leipzig, et sinon relativement court, puisque face à Curaçao et l'Équateur, il n'y a jamais une rencontre contre la Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises, donc voilà, très hâte de voir comment ils vont se surprendre un petit peu, surtout qu'on l'a dit, voilà, l'Équateur et la Côte d'Ivoire, ça va être un super match à suivre, parce que ça va être les 2 nations qui cherchent vraiment à se qualifier, si ce n'est ne pas finir deuxième, bah au moins être dans les meilleurs troisièmes pour aller en 16e de finale, et puis on a Curaçao qui va pousser, je pense, un petit peu, et qui va créer une surprise dans cette Coupe du Monde. Et puis voilà, les Allemands qui peuvent également se faire surprendre, on l'a vu, hein, c'est pas, en ce moment c'est pas leur prime, donc voilà, on espère qu'on va voir simplement du spectacle dans ce groupe E. Désormais, voyons la forme récente de cette équipe. Vous le voyez sur ces 7 derniers matchs, c'est un match nul, 5 victoires et 1 défaite. Donc ils arrivent plutôt en confiance pour ce mondial. C'est un ratio relativement intéressant. Avec du coup ici, c'est les matchs amicaux et la CAN qui sont pris en compte sur ces 7 matchs. On a donc 15 buts marqués et 6 encaissés. Un ratio relativement bon, ça fait à peu près 3 buts marqués pour 1 encaissé. Donc voilà, ils arrivent relativement confiants pour ce mondial, je pense, les Ivoiriens, à voir du coup le résultat du match face à l'équipe de France, évidemment. Maintenant parlons du coach, monsieur Emers Faé, voilà, vous voyez un Ivoirien de 42 ans, et là c'est un pari très risqué pour cette nation, qui voilà a un coach qui à 42 ans n'est pas forcément hyper expérimenté, pardon, il n'a que 62 matchs dans sa carrière en tant que sélectionneur. De plus, en termes de carrière dans les clubs, c'est relativement faible, hein, puisqu'il a fait Nice U19 entre 2018 et 2021, et Clermont, mais l'équipe B de Clermont simplement, entre 2021 et 2022, donc voilà, il a jamais été coach principal d'un club, et en termes de sélection, bah, il a fait la Côte d'Ivoire U23 après avoir quitté Clermont, donc de 2022 à 2024, et là il est arrivé chez les pros plus récemment en février 2024, donc il a quand même l'expérience de la CAN où ils sont allés en quart de finale, mais bon voilà, ça reste un coach qui n'a pas forcément un grand vécu, voir si la Coupe du Monde il va pouvoir faire quelque chose d'intéressant, même si on le rappelle, du coup il a l'expérience quand même d'une compétition internationale avec cette CAN évidemment, où ils avaient donc perdu 3-2 face à l'Égypte, dans un match qu'on rappelle, où la Côte d'Ivoire n'avait pas fait une sous-performance, bien au contraire, c'est l'Égypte qui a été très très efficace ce soir-là. Donc voyons comment ils vont pouvoir se débrouiller, et on souhaite évidemment le meilleur à Emers Faé et son effectif qu'on va voir en détail dans un instant, mais d'abord passons aux statistiques, en commençant par l'âge moyen de cette équipe, vous le voyez, 25,4 ans, relativement jeune, c'est pas l'équipe la plus jeune de ce groupe, hein. On a vu que le groupe E avait une moyenne d'âge relativement faible, mais voilà, c'est pas les plus jeunes, mais ça reste quand même très très juvénile, si je puis me permettre, donc voilà, on va voir s'ils vont avoir le cran justement pour cette Coupe du Monde, est-ce qu'ils vont pas manquer d'expérience dans le vestiaire sur le terrain, bon on va voir qu'il y a quand même des profils relativement expérimenté dans cette sélection, mais retenons que la moyenne d'âge est quand même assez basse pour cet effectif. Maintenant, place au secteur offensif, là où la Côte d'Ivoire marque en moyenne 2 buts par match, un ratio relativement élevé, puisque c'est une équipe dangereuse qui se procure en moyenne, je me suis trompé, 3,2 grosses occasions par match, je vous affiche directement les 3 statistiques, mais voilà, une équipe offensive, une équipe qui va pas se priver justement d'attaquer, et avec 0,8 hors-jeu par match, bah, ça reste relativement correct au vu du nombre de grosses occasions créées, donc c'est une équipe qui gère très bien son jeu de position, qui va pas trop verticaliser rapidement, mais qui va plutôt construire son jeu vraiment en allant chercher des lignes, en allant chercher les deux côtés, donc voilà, une nation qui va être justement sur ce point-là relativement dangereuse en termes d'attaque. Mais qu'en est-il maintenant du reste des statistiques? Allons d'abord dans le secteur des passes. Là, on a 28,1% de centres réussis. Alors, c'est le meilleur taux de ce groupe E. Voilà, c'est un très très bon ratio. Un centre sur 3 à peu près. Bon, un peu moins, vous m'avez compris. Mais voilà, ça reste excellent évidemment. Ça explique d'ailleurs que 20% de leurs buts soient marqués sur des têtes. Là, c'est des statistiques tirées des 5 matchs de la CAN. Et du coup, voilà, sur cette CAN, ils avaient marqué au total 10 buts. Et 2 de ces 10 buts étaient marqués sur la tête. Donc, est-ce que c'est lié un petit peu à ces centres? Oui, je pense évidemment en partie, même s'il y a des corners, des coups
francs, etc., qui peuvent jouer sur le nombre de têtes marquées. Mais voilà, à surveiller du coup les centres, les débordements justement des Ivoiriens qui gèrent très bien leur hors-jeu, on le rappelle. Donc voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils vont gérer leur jeu de position pour aller partir en profondeur sans trop jouer avec la limite du hors-jeu, etc. Donc hâte de les voir évidemment sur le terrain au mois de juin. Et enfin, passons au secteur défensif, là où j'ai noté qu'une seule statistique, 1,2 buts encaissés par match en moyenne. Ça reste relativement élevé, mais par rapport au nombre de buts marqués qui était de 2, bah voilà, on voit que ça s'équilibre relativement, moins que au cours de la CAN, plus les matchs amicaux, parce que forcément la victoire 4-0 de la Corée, face à la Corée du Sud, ça leur avait beaucoup aidé. On a dit que c'était en moyenne 3 buts marqués pour 1 encaissé. Là, si on se réduit à cette CAN, ça fait 2 buts marqués pour 1 encaissé, donc le ratio se réduit en défaveur de la Côte d'Ivoire, même si ça reste relativement positif et intéressant évidemment pour eux. On peut noter également qu'on a 2 clean sheets sur ces 5 matchs de la CAN, donc voilà, des résultats quand même à souligner. Maintenant, passons donc aux joueurs à suivre. Là, on en a pas mal, on en a 11 à voir en détail si je dis pas de bêtises. Limite, on pourrait faire une équipe, une composition complète pour la Côte d'Ivoire. Et on commence directement avec nos attaquants. En commençant par Evan Guessant, vous le voyez, le joueur de 24 ans de Crystal Palace, qui est d'ailleurs relativement polyvalent. Il peut jouer buteur, attaquant droit, milieu offensif. Un profil qui va du coup être intéressant s'il y a des blessés ou ce genre de choses, parce qu'il va pouvoir pivoter du coup en termes de poste. Il est valorisé à 27 millions d'euros. C'est un joueur qui avait notamment été prêté à Aston Villa, Nantes ou encore Nice, là où il avait été très bon, hein, notamment sur la saison 2024-2025, avec 13 buts et 9 passes décisives en 42 matchs. Donc il avait été relativement... ça me perturbe comment j'ai zozoté, passe décisive, mais voilà, vous m'avez compris, relativement décisif lors de sa saison à Nice, même si bon, forcément cette année à Crystal Palace c'est un peu plus dur parce que t'es dans un championnat qui va être plus physique, qui va enchaîner plus de matchs à haute intensité, donc voilà, il réalise une moins bonne saison, c'est vrai pour le moment, mais il peut quand même faire mal à l'aide de ses coéquipiers lors de cette Coupe du Monde. J'ai notamment mis que sa qualité première c'était la haute pression, puisqu'il est en moyenne à 3 ballons récupérés par match, donc ça va être un joueur très dangereux sur le pressing haut, forcément il va pouvoir récupérer des ballons relativement hauts, et après on a vu qu'il a la capacité d'être décisif, donc attention aux défenseurs au niveau des relances, etc., parce qu'il va pouvoir se jeter justement sur les ballons des défenses adverses. Donc très intéressant ce joueur-là, à combiner notamment avec Amad Diallo, vous le voyez, un autre jeune joueur de 23 ans qui évolue à Manchester United. Il peut également jouer attaquant droit, milieu offensif, milieu droit, donc un profil encore une fois très polyvalent. Il est valorisé à 49 millions d'euros. Bon, cette saison, c'est pas non plus la saison de sa vie, mais il est encore jeune, on le rappelle, hein, évidemment, 23 ans. Et puis, il nous avait fait une bonne saison l'année dernière sur la saison du coup 2024-2025 où il était à Manchester United également, où il avait inscrit notamment 8 buts et 6 passes décisives en un peu plus de 20 matchs. Donc voilà, relativement décisif sur son temps de jeu de l'année dernière. Et sa qualité première, j'ai mis que c'était les passes, avec 82% de précision dans les passes. Donc un joueur qui va être parfait pour combiner avec soit Evan Guessant, mais ça peut aussi être avec Simon Adingra, vous le voyez juste ici, le joueur de 24 ans. Donc encore un joueur assez jeune qui évolue à Monaco, hein. C'est un ailier ici cette fois-ci, droitier, valorisé à 23 millions d'euros. C'est un joueur qui a notamment du gros potentiel et qui peut faire des superbes rencontres. Je me souviens notamment de son doublé face à Nantes en février. Voilà, au-delà de ça, il n'a pas énormément de temps de jeu non plus, mais on le rappelle, c'est quand même un joueur relativement jeune. Et malheureusement, c'est un mec qui peut être irrégulier dans ses performances. Voilà, là j'ai cité son doublé face à Nantes, mais c'est un joueur qui peut te mettre un doublé, après être absent en termes de tranchant, on va dire, sur le terrain pendant 3-4 matchs. Après, il te reclaque un doublé, etc. Donc ça, c'est un petit peu un problème parce que quand tu es en Coupe du Monde, tu as besoin d'enchaîner des matchs à haut niveau. En fait, t'as besoin d'être régulier justement sur un court terme, et lui c'est un petit peu ça son défaut, donc bon, malheureusement ça peut pêcher en sa défaveur. En revanche, on voit qu'il a été très bon dans la haute pression, avec 4,5 ballons récupérés par match, donc lui plus Evan Guessant en termes de pressing, ça va être très très beau à voir et à suivre justement au cours de cette Coupe du Monde, donc voilà. On retient bien Simon Adingra, le joueur prêté par Sunderland à Monaco, qu'il faudra regarder de près au cours de cette Coupe du Monde, notamment sur les récupérations de balles qui pourront être très dangereuses. Maintenant, place à un profil d'expérience, Nicolas Pepe, 30 ans. Vous le voyez, on est obligé de penser à lui évidemment, hein, ce joueur de Villarreal qui nous fait une saison relativement bonne, hein, toujours à son âge, et puis c'est surtout son expérience, hein, sa qualité première pour cette Coupe du Monde, hein, parce qu'à 30 ans, c'est plus de 50 matchs avec la Côte d'Ivoire, donc des joueurs comme ça va être très 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 important dans le vestiaire notamment, hein. On avait parlé d'un âge moyen de 25,4 ans, donc relativement jeune pour cette sélection, et bah c'est des profils comme ça qui vont justement pouvoir rebalancer en termes d'âge moyen, et justement apporter cette expérience et ce sang-froid lors des matchs importants. Maintenant, place à, non j'ai loupé personne, Bazouma Touré, un joueur cette fois-ci beaucoup plus jeune, 10 ans de moins, vous le voyez.
L'attaquant gauche de Hoffenheim qui a 9 passes décisives en 30 matchs cette saison. Il est également très très bouillant dans la haute pression avec 4,3 ballons récupérés par match. Donc ça c'est vraiment le point fort de cette attaque de la Côte d'Ivoire, le pressing haut. Donc je pense que ça va être beaucoup de buts qui vont être amenés là-dessus. Et puis j'y pense, mais il y a d'autres profils qui vont être très intéressants à suivre dans cette attaque. J'ai pas fait de focus forcément dessus, mais Eli Wahi, évidemment l'ailier de Nice de 23 ans. On a aussi Martial Godot, le joueur de Strasbourg, ailier également très bon dans la pression haute avec 3 ballons récupérés par match en moyenne. Donc voilà, que des profils qui se complémentent, qui ont à peu près les mêmes qualités. On varie entre jeunesse et expérience avec Nicolas Pepe. Donc une attaque qui, je pense, peut faire peur aux adversaires qui vont rencontrer. Maintenant, place au milieu de terrain, là où on va parler de Ibrahim Sangaré, le joueur de 28 ans de Nottingham Forest qui joue du coup milieu défensif, qui est très bon dans les duels aériens notamment avec 71% de duels aériens remportés. Il est également très technique avec 64% de dribbles réussis, donc un joueur qui peut récupérer la balle, faire une différence et après se projeter directement vers l'attaque. De plus, c'est 5 ballons récupérés par match en moyenne, donc très bon dans le pressing également. 53 matchs avec la Côte d'Ivoire, donc une belle expérience. En bref, c'est pour ça que je vous ai mis qu'il était ultra complet, un joueur qu'il va falloir suivre, qui va être du coup le pilier de ce milieu de terrain, Ibrahim Sangaré, profil voilà à suivre de très près pour cette Coupe du Monde, plutôt défensif et qui va d'ailleurs être accompagné en défense par Ousmane Diomandé notamment, le joueur de 22 ans, donc un joueur ici un peu plus jeune qui évolue au Sporting, un défenseur central valorisé à 48 millions d'euros, 1m90, donc un beau bébé qui a notamment l'expérience de la Ligue des Champions cette saison avec le Sporting. Ils ont d'ailleurs éliminé Bodo Glimt, on s'en souvient. Très bon dans la relance avec 93% de passes réussies, mais c'est également un très bon joueur dans les duels au sol avec 58% de réussite dans cet exercice-là. De plus, 4,4 ballons récupérés par match en moyenne, donc pareil, très bon dans la récupération de balles. C'est là qu'on se dit que c'est une équipe hyper performante en termes défensifs, qui va laisser peu de ballons filer de son côté du terrain. Donc un joueur très solide en défense, et pour son âge, franchement c'est remarquable. À ses côtés, on aura notamment Evan Ndika, le joueur de 26 ans qui évolue à l'AS Roma en tant que défenseur central, voire défenseur gauche. Voilà, il a à peu près 30 matchs en Côte d'Ivoire, donc quand même une expérience relativement solide. Il est encore une fois complet, j'ai mis que c'était la qualité de ce joueur parce que c'est 4,6 ballons récupérés par match en moyenne, 4,6 dégagements réussis par match, donc une qualité à la récupération de balles, puis à la relance derrière pour se projeter directement en attaque. De plus, c'est 60% de duels aériens remportés et 90% de passes réussies, donc encore une fois une belle qualité de relance. Un joueur à suivre de près qui lui est du coup un peu plus expérimenté que Diomandé qu'on a vu précédemment, et ça va être trop intéressant de combiner un petit peu ces deux joueurs dans la charnière centrale, où Evan Ndika, évidemment, on peut ne pas le mettre dans la charnière centrale, mais plutôt en tant que défenseur gauche, puisqu'on a vu sa qualité pour distribuer les longs ballons. Ça peut être intéressant, notamment de faire déborder les ailiers grâce à cette qualité de relance de Evan Ndika. Maintenant, place à Wilfried Singo, un joueur de 25 ans, voilà, qui joue à Galatasaray, évidemment. Sa qualité première, c'est les duels au sol, avec 68% de réussite dans cet exercice-là. Donc là, pareil, un joueur qui complète parfaitement cette défense, puisqu'il peut jouer central, mais également défenseur droit. Donc on a vu qu'on avait un mec qui pouvait jouer central uniquement, un mec qui pouvait jouer central et à gauche, et lui, il peut jouer central et à droite. Donc des profils qui se complètent parfaitement, une équipe qui est vraiment hyper complète et qui arrive en forme en plus, on le rappelle, pour ce mondial. Donc franchement, la Côte d'Ivoire, ça va être très costaud, je le sens. Ensuite, évidemment, Guela Doué, le frère de Désiré Doué, qui avait notamment marqué face à l'Égypte en quart de finale, on le rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, un joueur de 23 ans qui... cette saison, ça peut être qui tout double en fait, parce que tu fais un beau parcours en conférence, tu fais un bon parcours en Coupe de France, mais bon, quand tu perds en demi-finale dans ces deux compétitions-là, t'as un peu ce sentiment d'inachevé dans cette saison, même si c'est des super parcours, attention, je suis pas en train de dénigrer la saison de Strasbourg, très loin de là, c'est une super saison, mais je veux dire, quand tu fais deux demi-finales, est-ce que dans le mental, t'es pas un peu sur ta frustration de la saison? Je sais pas, ou alors peut-être qu'il va être assez mature pour prendre cette frustration justement et en faire une force pour cette Coupe du Monde, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, du coup, à Guela Doué, qui joue, comme on l'a dit, à Strasbourg forcément, et j'ai mis sa qualité, pareil, encore une fois, un joueur très complet avec 4 ballons récupérés par match en moyenne, 64% de duels aériens remportés, sans doute un petit peu aidé par sa taille de 1m87. En plus de ça, c'est un bon apport offensif avec 7 passes décisives en 30 matchs cette saison, donc un joueur encore une fois très complet, qui cette fois-ci peut jouer défenseur central ou encore défenseur droit. Donc limite, ce qu'on peut imaginer, je pense, c'est Ousmane Diomandé, charnière centrale avec Wilfried Singo, et après à gauche on peut mettre Evan Ndika, et à droite Guela Doué, parce que c'est deux latéraux qui peuvent avoir un apport relativement offensif. Et puis voilà, après on pense évidemment à d'autres joueurs comme Odilon Kosunu, le défenseur de l'Atalanta de 25 ans, qui nous fait également une très bonne saison, qui avait d'ailleurs l'expérience de la Ligue des Champions forcément avec l'Atalanta. Donc voilà, il y a plein de profils, une palette énorme pour cette équipe de la Côte d'Ivoire qu'on a très hâte de voir sur les terrains, du coup forcément, franchement une nation
qui, avant, je me disais, ouais, je pense qu'ils vont finir 3e derrière l'Équateur et l'Allemagne. Maintenant, ouh là là, le doute s'installe parce qu'on a vu que c'était franchement, pardon, très très solide. Donc, hâte de vous présenter demain l'Équateur pour que vous fassiez un petit peu votre avis dans votre tête et vous dire qui va finir premier, deuxième, troisième, quatrième. Évidemment, demain en fin de vidéo, il y aura également le pronostic de ce groupe E. Et puis les amis, je vous remercie encore pour le soutien et d'avoir suivi la vidéo en entier. Et je vous dis à demain pour suivre l'Équateur, les gars. Ça va être une superbe nation à analyser. À demain, les gars.